Alors, depuis 2002, en fait exactement depuis 2003, 5 changements de loi, 5 tours de vis qui ont, d'une part, enlevé le droit qu'avait quelqu'un d'être régularisé après 10 ans de présence en France. Aujourd'hui, ce n'est plus un droit, c'est une possibilité. Et c'est même une possibilité dite exceptionnelle dans la loi. Régularisation exceptionnelle d'une personne, selon l'article L313-14, pour ancienneté de la vie en France. Et ce sont les fameux 10 ans qu'il faut prouver trimestre par trimestre. En tout cas, c'est à Paris, c'est comme ça. Mais d'une préfecture à l'autre, peut-être qu'à Nantes, c'est beaucoup plus large. Et qu'à ce moment-là, un jour, vous aurez des Parisiens qui viendront essayer de tenter de présenter un dossier à Nantes. Bon. Parce qu'il faut voir que chacune de ces mesures restrictives entraîne en miroir l'attitude d'ajustement et d'adaptation du migrant. Bien sûr, je répète, ils veulent partir, ils partent. Et quand ils sont là, eh bien, ils vont rester. Ils vont essayer à tout prix de rester. Parce qu'ils savent qu'ils ont envie, besoin, on peut décliner tous les termes, de vivre ici autrement. On a aussi, en 2006, un autre changement qui apparaît sous la phrase « immigration choisie, immigration subie ». En fait, un constat est remis en avant, c'est que, en effet, c'est par des liens familiaux que l'immigration est plus continue, plus que par l'immigration. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, et je voudrais maintenant prendre quelques grandes questions qui agitent l'opinion publique, qui font souvent les commentaires des médias, et même aussi qui sont parfois alimentés par les discours officiels des politiques. Je vais reprendre d'abord la question du droit d'asile, très rapidement. Parce que, autant le droit d'asile était quelque chose à protéger, la demande d'asile, puisque un demandeur d'asile, c'est par définition quelqu'un qui se sent menacé dans son pays. Autant il y a eu, quand les lois sont devenues de plus en plus restrictives pour une immigration légale, c'est-à-dire la délivrance des visas est très contrôlée. Par exemple, un visa de tourisme, on peut très rarement l'obtenir à partir de certains pays parce qu'il y a un risque migratoire. Du coup, certains décidés à migrer quand même essayent de se servir de la demande d'asile. C'est vrai. Je veux dire, il y a une sorte de détournement de la demande d'asile pour essayer de passer quand même. À partir de là, le contrôle de la demande d'asile par l'Office français des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, ce contrôle devient de plus en plus sévère, de plus en plus exigeant, et de même que je parlais tout à l'heure de l'externalisation du contrôle des frontières en Libye ou au Maroc, on peut dire que là, de vrais demandeurs d'asile peuvent être bloqués, c'est-à-dire des personnes réellement en danger, dans une démarche de contrôle un petit peu sécuritaire, obsessionnel. Eh bien, ce contrôle peut s'exercer en mettant en danger des personnes qui auraient de bonne foi et en toute vérité demandé la protection dans notre pays. Donc ça, c'est quelque chose d'assez difficile et qui pourrait être une proposition sur laquelle on pourrait s'alarmer. Le droit d'asile n'est plus extrêmement protecteur en France, non pas parce que les dossiers sont mal
regardé, mal examiné, mais parce qu'on a ce soupçon du faux demandeur d'asile qui va, j'allais dire, se répandre sur des vrais demandeurs d'asile. De vrais demandeurs d'asile peuvent être empêchés, encore une fois, de déposer leur demande. Voilà. On peut dire ici que la France a 47 600 demandeurs d'asile. Elle avait en 2009 47 600 demandeurs d'asile, mais on voit que ces chiffres augmentent et bien sûr il y a de vrais conflits dans le monde et pas très loin de la France pour qu'on puisse penser que ce sont de vraies demandes. C'était le premier point, la première question que je voulais soulever, ce droit d'asile menacé, qui d'ailleurs divise aussi un petit peu les associations de soutien, parce qu'il est vrai qu'on peut se dire qu'il faut garder un droit d'asile très, très exigeant pour pouvoir mieux protéger les vrais demandeurs, mais d'un autre côté, y a-t-il une frontière vraiment intangible, infranchissable entre le demandeur d'asile qui est menacé pour sa vie ou pour ses convictions ou pour son orientation sexuelle, ou bien le demandeur d'asile qui vient presque en disant qu'il cherche à vivre autrement, à vivre mieux, à vivre en survie ici. La frontière pourrait aussi, j'allais dire, être mise en question. C'était le premier point. Le second point, la seconde question, et qui affecte la question du vivre ensemble, bien sûr, hein, c'est celle de l'immigration choisie. La France, nous dit-on, a le droit de choisir qui peut entrer et vivre chez elle. Alors, peut-être, je ne sais pas, il y a une souveraineté sûrement de l'État, mais il y a là quand même deux questions qui touchent à l'éthique. Faire un tri entre les personnes, au nom de quels critères? Est-ce qu'on n'atteint pas la dignité de tout être humain si on se met à le considérer uniquement en termes d'utilité ou de compétences ou de prestige, ce qu'il pourrait donner, apporter à notre pays? Il est vrai qu'il y a une forte compétition internationale pour recruter des élites. Il est vrai qu'un pays comme le Canada fait un peu cette immigration choisie. Mais outre qu'on n'y arrive jamais complètement, cela peut nous poser, comme je le disais, des problèmes tout à fait éthiques en termes de dignité d'êtres humains, des êtres humains. Le second problème qu'on peut voir associé à cette immigration choisie, c'est, du moins à ces termes-là, c'est celui de susciter une sorte de fuite des cerveaux dans les pays en développement, pays qui ont peut-être besoin de leurs élites et qui vont les laisser partir, et nous allons les accueillir parce que précisément elles vont conforter notre image de pays compétitifs qui, par exemple, accueillent des étudiants et peut leur donner des formations d'excellence de niveau master, bac plus 5 ou de niveau de thèse. Alors, là aussi, qu'est-ce que c'est que l'exode des cerveaux? Est-ce que quelqu'un qui est parti ne peut pas revenir et rapporter à son pays des avantages qu'il a construits ailleurs? Est-ce que nous, si nous avions à ne pas partir pour notre pays parce que nous nous faisons un devoir de donner notre force de travail, notre intelligence et nos compétences à notre pays, est-ce que nous obéirions à ce type d'exigence? Vous voyez, l'exode des cerveaux, est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est seulement pour ces personnes venant d'autres pays? Et puis je dirais une troisième remarque sur l'immigration choisie, et je vais revenir à mon expérience de la permanence.
Je dirais immigration choisie, allons-y. Je rencontre, depuis octobre, j'ai rencontré une vingtaine d'étudiants. Un Syrien, spécialiste en ophtalmologie, une Ukrainienne, spécialiste de gestion internationale, niveau master, hein, master 2. Le moment où on peut travailler, vous voyez, où on peut passer du diplôme au premier emploi. J'ai rencontré un Bolivien qui est spécialiste de haute technologie informatique. J'ai rencontré beaucoup d'étudiants qui, arrivant à la fin de leurs études, demandent un changement de statut. Ils ont fait des études avec une carte d'étudiant, qui est un titre de séjour, bien sûr. Ils sont réguliers. Mais quand ils finissent leurs études, ou bien ils demandent un changement de statut et commencent à exercer leur premier emploi en France, ou bien ils retournent dans leur pays exercer leur emploi. Il se trouve que souvent leur pays ne leur offre pas de poste à la hauteur de leur niveau de compétence. Il se trouve que la France a déclaré qu'il était normal qu'après avoir participé à la formation de ces élites, la France profite des premiers emplois de ces personnes et les garde un certain temps. Ça a été un discours officiel. Donc ils essayent de changer de statut. Et voilà que, comme par hasard, tous ces changements de statut échouent. Et je retrouve ces étudiants sans papier, devant moi, brillants, avec des diplômes dans la poche, des diplômes français, et avec un parcours du combattant pour aller au tribunal administratif, faire le recours, éviter l'obligation de quitter le territoire, et le cercle vicieux se met à tourner. Et on est vraiment très démunis. Je veux dire que s'il était vrai que l'immigration choisie était un slogan mis en œuvre, ces gens-là pourraient être régularisés, moyennant les bons critères, je ne le dis pas, mais par les démarches adéquates. Et s'il y a un raté dans les démarches, on peut reprendre la démarche et recommencer. Or, tout ce que nous faisons comme recours gracieux, c'est-à-dire une lettre expliquant, motivant où a été l'erreur, où a été le faux pas, et comment revenir à la bonne démarche, avec l'appui d'un entrepreneur, d'une entreprise, d'un chef d'entreprise qui a décidé d'employer cette personne, tout cela échoue. Je me pose de vraies questions. Tout ça, c'était sur l'immigration choisie.